Bonsoir, je m'appelle Issa Ouedraogo, je suis chercheur à Alliance of Biodiversity International (SIAT). Je suis le représentant pays de Alliance au Sénégal et je suis le coordinateur du projet à venir du côté de SIAT. Alors, nous sommes venus sur le terrain pour restituer les résultats du projet à venir. Après cette année de mise en œuvre, c'est un devoir pour nous de revenir sur le terrain et présenter les résultats auxquels nous avons atteints et aussi discuter avec les autorités pour voir dans quelle mesure on pourra assurer la durabilité des acquis et aussi mettre à l'échelle les résultats atteints. Je dois dire que c'est une grande satisfaction. Nous avons commencé avant-hier avec le département de Bounkiling, où le préfet et les sous-préfets du département se sont mobilisés avec tous les acteurs du département pour écouter justement les résultats des activités que nous avons menées ici. Hier, nous étions à Goudomp avec le préfet, les sous-préfets du département et toutes les autorités administratives et coutumières. Et à Goudomp aussi, on a pu présenter les résultats clés du projet et ensemble, on a échangé sur des idées pour pérenniser les acquis et aussi mettre à l'échelle les résultats du projet. De façon générale, il y a 4 composantes clés que Alliance a gérées au cours de ces dernières années. Et dans chaque composante, il y a des activités qui ont été menées, il y a des recherches aussi qui ont été menées. Et aujourd'hui, nous sommes très, très satisfaits de ce qui s'est passé. Et je vais passer en revue composante par composante pour que vous compreniez les grands résultats. Il y a eu une première composante qui a consisté à introduire des pratiques d'agriculture intelligente face au climat. Et là, il y a 2 sous-composantes. Il y a une première sous-composante qui se focalise sur la gestion intégrée de la fertilité des sols. C'est toutes les pratiques qui contribuent à restaurer la terre, à enrichir la terre pour une production assez saine et assez élevée. Et à ce niveau, il y a par exemple les techniques de paillage qui ont été introduites. Il y a l'utilisation de l'engrais de façon efficiente qui a été introduite, par exemple la microdose qui permet au plant d'avoir la quantité d'engrais demandée. Il y a le compostage et il y a bien d'autres techniques qui ont été développées. Et dans cette sous-composante, il y a un outil clé qui a été développé, qui est une application qui aide les producteurs à gérer les engrais. C'est un outil de recommandation. Par exemple, si tu as ton terrain, et l'outil te permet de dire voilà les composantes de ton sol, les caractéristiques de ton sol, voici ce qui manque et il faut un apport de telle quantité d'engrais pour compenser le manque. Donc ça, c'est ce qu'on a pu atteindre dans le domaine. Et vous avez dû voir que les participants sont très, très satisfaits parce que nos études d'évaluation ont montré que l'utilisation de ces pratiques-là ont contribué à augmenter les rendements sur le terrain. La sous-composante au niveau de l'agriculture intelligente face au climat, deuxième sous-composante, c'est la gestion intégrée des ressources en eau. L'eau est au centre de tout
Et quand elle n'est pas bien maîtrisée, elle est source de conflits entre les différents utilisateurs. Et là, il y a eu des renforcements de capacités à ce niveau pour que les gens comprennent que l'eau doit être utilisée à bon escient, et que ce soit les utilisateurs de l'eau ou les décideurs politiques. Il y a eu plusieurs séances de formation qui leur ont permis de comprendre la nécessité de s'organiser pour gérer l'eau de façon efficace. Au-delà de ça, il y a des techniques aussi qui ont été introduites sur la base de ce qui existe en Afrique de l'Est et aussi en Afrique de l'Ouest et qui permettent aux producteurs des 4 départements-là de mieux produire avec la quantité, soit-elle petite, dans la zone. C'est par exemple les techniques de collecte d'eau pour l'agriculture dans des petits bassins avec des sachets plastiques. Et ça, plusieurs producteurs ont bénéficié de formations à ce niveau. Et l'autre technique, c'est les techniques d'irrigation. Technique d'irrigation goutte à goutte, qui est une technique assez fastidieuse et coûteuse, mais nous avons travaillé à ramener le prix à un niveau que tout producteur peut faire face. Normalement, pour avoir un équipement assez solide pour un certain nombre de superficies, il fallait un minimum de 2000 000. Avec 50 000, tu as un kit pour pouvoir faire une irrigation à petite échelle. Ça peut être sur 100 mètres carrés pour la production des légumes et tout ce qu'on veut produire. Et là, on a vu que l'engouement est très grand sur le terrain. L'adoption a atteint un niveau aussi élevé. Et là, il y a un outil aussi qu'on a mis en place qui s'appelle HamHamFull et qui permet aux gens d'identifier quelle est la technique de gestion de terre qu'il faut utiliser dans un champ donné. Toutes ces technologies-là sont disponibles sur le net que toute personne peut utiliser. Je m'en vais maintenant à la composante 2 qui s'occupe de l'information climatique. L'information climatique est très capitale pour les producteurs parce qu'ils aident à prendre des décisions assez efficaces pour la productivité. Donc, depuis le démarrage du travail, nous avons collaboré avec des partenaires nationaux comme l'ANACIM qui produit les informations climatiques. Nous avons aussi travaillé avec Jokalante et Mluma pour la dissémination de l'information climatique. Et au-delà de l'information climatique, il y a le conseil agro qui a été produit aussi sur la base des informations climatiques qui existent justement qui ont été disséminées sur le terrain. Au total, il y a environ 16 000 producteurs qui ont bénéficié de l'information climatique pour accompagner leur prise de décision. Et les études aussi ont montré que l'utilisation de l'information climatique dans le contexte du projet à venir a été très très bénéfique et l'utilisation a permis l'augmentation des rendements. Donc à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas de débat parce que l'information climatique avait été introduite ici depuis 2016 dans le cadre d'un projet que moi-même j'ai géré. Et sous Sincère et sous Avenir, on a travaillé à étoffer, à renforcer et voilà, l'utilisation et l'adoption à un niveau assez satisfaisant. Peut-être un dernier volet, dernier composant qui concerne l'agrinutrition. Parce qu'on a voulu coupler l'agriculture et la nutrition. L'agriculture en elle-même, elle est très bonne, mais si elle n'est pas bien faite, on peut récolter suffisamment pour faire face aux besoins alimentaires de son foyer, mais la qualité nutritionnelle peut être assez basse.
Donc en intégrant l'agriculture à la nutrition, l'approche permet de produire sainement et d'aboutir à une qualité nutritionnelle assez élevée. Et là, il y a eu plusieurs phases de formation et des compétitions culinaires, des démonstrations culinaires et des campagnes et des compétitions. Et cela a permis à plusieurs femmes et hommes, et surtout des enfants, à comprendre comment il faut produire, depuis les semis, les sarclages, l'épandage des engrais, et les récoltes, le transport, la conservation des aliments et la transformation et même la cuisine. Donc ça a été vraiment très, très essentiel. Et au cours des 2 ateliers déjà qu'on a fait, on a eu des témoignages des femmes qui ont vraiment reconnu la pertinence des formations qu'ils ont reçues, des technologies qu'ils ont reçues. Et ça, c'est un motif de satisfaction. À ce niveau, il y a des outils aussi qu'on a mis en place. Par exemple, la boîte à images, qui est un outil de renforcement des capacités, accessible à tout le monde, parce que c'est avec des images. Ce n'est pas avec des textes, c'est avec des images. Il y a aussi des brochures qui ont été produites et il y a le calendrier saisonnier alimentaire qui a été développé, qui permet de connaître dans une localité donnée, à un temps donné, ce qui existe au niveau des foyers, ce qui existe au niveau des marchés locaux et l'apport qu'il faut à faire venir des marchés, peut-être des grands marchés comme des grands centres-villes ou de l'extérieur. Donc tout ça, c'est un atout et c'est vraiment un motif de satisfaction. Donc c'est le lieu pour moi ici de remercier mes collègues qui ont travaillé d'arrache-pied au cours des 5-7 dernières années pour aboutir à ces résultats, de remercier tous les partenaires, à commencer par MIDA, avec qui nous avons travaillé jour et nuit pour aboutir à ces résultats. Et les partenaires nationaux comme l'ISRA, l'ANCAR, Caritas, ANACIM, M-Louma, Jokalante et surtout les OLP qui ont assuré la mobilisation des clients, l'identification des sites. Et c'est eux qui nous ont vraiment accompagnés jour et nuit pour que les séances de formation, de renforcement des capacités se passent dans de très bonnes conditions. Et enfin, les autorités locales et administratives pour leur engagement. J'ai été très, très ému d'écouter les messages des préfets et des sous-préfets et qui montrent qu'en fait, ils avaient un œil sur tout ce qu'on fait depuis les 7 dernières années et ils sont très, très satisfaits. Et le plaidoyer qui revient au niveau de ces autorités administratives, c'est comment travailler à consolider les acquis, à pérenniser les acquis et à mettre à l'échelle aussi ces acquis. Parce que pour le moment, ces 4 départements, Bounkiling, Goudomp, Tambacounda et Goudiri, qui sont couverts. Mais cela ne voudra pas dire que les autres départements ne veulent pas. Donc il faut travailler à mettre à l'échelle parce que la demande est très forte. Nous en recevons tout le temps. Voilà ce que je voulais dire. Il y a eu des cas de réussite, donc vous êtes probablement au courant. Alors vous, en tant que représentant pays du projet Alliance, quel est ce sentiment qui vous anime en sachant que ce projet a pu quand même créer des jeunes leaders, des entrepreneurs et a rendu quand même autonomes des jeunes, des hommes ainsi que des femmes? Très bien, comme vous l'avez si bien dit, pour tout projet, il y a toujours des succès et il y a aussi des insuffisances. Et les insuffisances ne veulent pas dire que c'est un échec, mais c'est un appel à mieux faire. Donc, en termes d'insuffisance, qui sont ressortis lors des ateliers, ce n'est pas des insuffisances, mais c'est un appel à la continuité. Parce que
l'objectif final, c'est d'aboutir à un changement de comportement. Et le changement de comportement ne se fait pas du jour au lendemain. Une seule formation reçue, 2 formations reçues ne peut pas nécessairement aboutir à un changement de comportement. Donc, il faut répéter. Parce que la répétition est pédagogique, comme on le dit. Il faut multiplier les formations et les accompagnements. Donc, c'est pour cela, d'ailleurs, que les autorités ils plaident pour qu'il y ait une suite afin de consolider les acquis. Et d'autres insuffisances qui ont été citées aussi, c'est le fait que les clients ou les bénéficiaires qui ont été identifiés suite à un certain nombre de contraintes, c'est des bénéficiaires qui sont proches de la capitale des départements. Et les OLP ont recommandé que prochainement, il faut aller plus loin parce que ceux qui sont plus loin, ils ont vu le bénéfice de ces formations-là et eux aussi, ils veulent en bénéficier. Mais aller loin voudra dire avoir beaucoup plus de ressources parce qu'il y a le problème de transport qui est là. Donc ça, c'est des recommandations que nous retenons pour pouvoir mieux faire, que ce soit dans le cadre de la suite de Sincère ou dans d'autres perspectives. Mais les succès, c'est ce que j'ai cité. Il y a eu beaucoup de succès et nous en sommes vraiment très fiers. Et le défi, c'est comment faire pour assurer justement la durabilité de ce qui est fait et comment mettre à l'échelle ce qui déjà existe. Et je me souviens que lors d'un atelier à Dakar où on avait présenté les acquis de mi-parcours, le gouvernement, via le ministère de l'Agriculture, ils ont dit, ben voilà, nous sommes fiers de ce que vous faites, mais vous vous êtes concentrés sur 2 régions. Toutes les régions du Sénégal en ont besoin. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça aussi, on a demandé au gouvernement de nous accompagner avec les partenaires techniques et financiers pour qu'ils nous accompagnent à le faire. Les connaissances, nous, on les a. Les connaissances, on peut les générer. Les approches, on les a. Mais il faut des ressources pour aller plus loin. Voilà. L'accès à la terre a été très compliqué ou même quasiment impossible dans certaines zones. Avec le projet, on sait qu'il y a quand même des périmètres maraîchers qui ont été octroyés. Est-ce que vous n'avez pas été confronté à ces problèmes où aujourd'hui vous avez contribué à régler ce problème qui est l'accès à la terre, surtout pour les femmes? Ah, tout à fait. Surtout pour les femmes, l'accès à la terre est toujours problématique. Mais avec l'accompagnement de Avenir, je sais que MIDA a travaillé à disponibiliser des terres pour des femmes avec l'accompagnement des autorités locales. Et à Bounkiling, lors du premier atelier, cette question est revenue sur la table. Et le préfet a été très clair, très spécifique. Toute personne qui a besoin de terre pour produire, il doit prendre contact avec les autorités locales parce que la terre appartient au gouvernement, pas à des individus. Donc le préfet a été clair, on ne peut pas se plaindre aujourd'hui du manque de terre pour pouvoir investir. Il faut aller là où il faut et les autorités locales, administratives peuvent facilement accompagner les gens à avoir accès à la terre pour la production, aussi bien les hommes que les femmes.